L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux lundi printanier et plein de pollen, pardon pour ma voix, du 7 avril 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer des actus parce que dans ce joyeux domaine-là, dès qu'on loupe un petit wagon, bah c'est tout le train qu'on voit passer. Alors, il faudrait pas louper les dingueries du jour. Oui, je cherche un synonyme à dinguerie, mais j'ai toujours pas trouvé, donc aujourd'hui encore, ce sera dinguerie. La grosse dinguerie du week-end, elle nous vient de chez Meta, le groupe Meta qui nous sort un nouveau modèle d'IA qui plie le game. Je vais tout vous expliquer. Ça crache pas, mais ça s'appelle Llama. Bon, très bien, comme Serge. Bref, on arrête les jeux de mots, on en sera sérieux, parce que c'est une information très très importante et je vais vous expliquer pourquoi. On parlera aussi des plans d'OpenAI. Sam Altman, il a décidé de changer un petit peu la donne et il va pas faire comme c'était prévu. Que se passe-t-il? Vous le saurez dans un instant. Microsoft qui nous sort une petite folie qui plaît à personne. Si vous êtes geek, ça va beaucoup vous amuser. Si vous êtes un vieux geek qui était déjà gamer en 1997, ça va vous éclater cette histoire. Je vais vous en parler parce que ça va nous faire réfléchir au-delà de l'anecdote. Et puis on va parler pas mal de tech aujourd'hui avec un truc qui nous vient des États-Unis et qui met en perspective le fait que l'IA, ça peut être aussi bien méchant. Oui, là, si vous êtes amateur de Terminator, vous allez kiffer cette actu ou pas. Ça va vous empêcher de dormir. Je sais pas, mais on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis dans quelques instants. On va parler aussi de Amazon qui est en train d'embêter Elon Musk. Ah il n'y a pas besoin de ça, Elon Musk. Écoute, Jeff Bezos, il a décidé d'embêter Elon Musk. Je vais tout vous raconter et on terminera ces actus par un truc de dingue, un phénomène fou qui se passe entre les USA et l'Europe actuellement. Il faut qu'on soit très attentif. Il faut qu'on bouge très très rapidement. Je vous parle pas de crash boursier, d'un truc qui est peut-être encore plus fondamental encore. Ah, pardon, mais Renaud, un crash boursier, hein, vous allez voir. On y va, c'est parti, et on commence par le petit animal qui a l'air tout mignon mais qui vous crache dessus. Ou presque. Llama 4. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Llama, avec deux L, L-L-A-M-A, c'est l'intelligence artificielle de chez Meta. Ah bon? Meta, le groupe avec Facebook, Instagram, tout ça? Me dis pas qu'ils entraîneraient leurs IA avec tout ce qu'ils ont sur ces réseaux-là? Si, clairement si. Bien sûr que oui. Mais c'est pour le sujet, puisque le groupe Meta vient de nous sortir Llama 4. Qu'est-ce que c'est Llama 4? Eh bien, ce sont le nouveau modèle, c'est les nouveaux modèles du groupe Meta en intelligence artificielle. C'est pas un seul modèle, c'est 3 modèles, dont 2 sont déjà disponibles. Vous le verrez ici sur l'article de blog du groupe Meta consacré à tout ça. Llama 4 Scout et Llama 4 Maverick. Ici dans l'émission, puisque ce flash actuel est enregistré pendant le live de Renaud Décode, tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur les réseaux, venez nous rejoindre, c'est génial. Aujourd'hui dans l'émission, je vous ferai un tuto complet. Je vous ferai une explication complète de ce qu'est ce fameux Llama 4. Mais ici dans les actus, je dois vous en dire quelques mots, ne serait-ce que pour vous expliquer pourquoi ça change complètement le game, cette histoire. Déjà, parce que dans les benchmarks, donc vous connaissez probablement les leaderboards qui donnent des petits classements Hello. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Bon, on a des classements des différents moteurs IA, des différents LLM, ChatGPT, tout ça, enfin GPT, tout ça, machin, etc. Gemini et Grok et tout le bastringue. Il y a des classements qui se font en fonction de nos goûts, nous, d'utilisateurs. On a par exemple lmarena.ai qui propose de tester différentes IA. Vous mettez un prompt et il y a deux LLM qui vous répondent. Vous ne savez pas quel LLM vous répond. Vous dites, je préfère la réponse A. Ah oui, elle était mieux, très bien. Tout ça crée un score et on se rend compte que depuis samedi, puisque Llama 4 est sorti très récemment, ça y est, on a déjà Llama 4 qui est numéro 2 du classement. Ça vient de plier, de dépasser, de surpasser Grok 3, GPT-4o, qui avait tant défrayé la chronique parce qu'il est vraiment magnifique, la nouvelle version de GPT-4o, il y a quelques semaines, il est ressorti en nouvelle version, il est absolument surpuissant, même GPT 4.5 est derrière, bref, ça surclasse tout le monde. Peut-être pas Gemini 2.5, qui est une tuerie absolue, mais Llama 4 arrive ici. Vous allez me dire, oui Renaud, très bien, mais ça ne reste qu'un nouveau LLM, un autre LLM parmi d'autres dont on n'entend pas parler. Tiens, je suis là, pourquoi on n'entend pas parler de Llama? C'est très bizarre, bref, mais c'en est qu'un nouveau qui va surpasser les autres, puis après les autres, puis après les autres. C'est plus que ça. D'une part,
vous devez comprendre que ces fameux modèles, donc Scout, Maverick et Behemoth, alors Behemoth n'est pas disponible, c'est un immense modèle. Il a 2000 milliards de paramètres. C'est le plus gros, c'est le plus efficace, c'est le plus puissant. Il va dominer tous les autres. Oui, sauf qu'il n'est pas sorti encore. Non, il est en interne simplement chez Meta pour l'instant. Il est en mode preview comme vous le voyez ici. Ils ont prévu de le rendre disponible plus tard. Il est gigantesque et titanesque et il a servi à entraîner des petites extractions pour faire le Maverick, c'est le modèle moyen qui est très très puissant, et le modèle Scout qui est le modèle léger. Plusieurs choses que je vais vous expliquer plus tard dans l'émission, mais je vous le dis ici. Déjà, l'AMA 4 et ce qu'on appelle un mélange d'experts. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un modèle qui est super rapide. Vous voyez, il y a différents experts. Je pense que vous voyez ici derrière mon petit écran. Il y a beaucoup de paramètres, mais en fait, il ne va pas faire jouer tous les paramètres du LLM en même temps. Par rapport à votre question, il va faire jouer une petite logique d'experts, comme s'il y avait des experts dans les paramètres. Tu vois, moi, je suis expert de ça, puis expert de ça. Tu me demandes ça, je vais faire jouer 2 experts parmi les 16. Et du coup, je vais faire tourner qu'une partie de mon modèle. Donc, ça va super vite et c'est génial. On testera, tiens, en live tout à l'heure cette histoire. En plus, il a une fenêtre contextuelle, les choses que vous pouvez lui apporter, qui est absolument titanesque. Ça aussi, ça va plier le game. Vous le voyez ici pour ceux qui connaissent 10 millions de tokens pour la fenêtre contextuelle. La fenêtre contextuelle, c'est tiens, je te fournis ça pour que tu me fasses une réponse. Piti, un petit peu. Alors non, là, on peut quasiment balancer 20 heures de vidéo avec un contexte gigantesque, des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres. Tiens, voilà tous les bouquins de l'année, résume-moi ça pour mon bac. Très bien, je te le fais. Tiens, voilà 20 heures de vidéo, dis-moi tout ce qui s'est passé dedans. Le truc le fait, il est surpuissant. 1, il est super large en contexte. 2, il a un mixture of experts, donc il est super rapide. 3, ça commence à faire beaucoup. Manquerait plus qu'il soit open source. Il est open source en plus, ça aussi c'est une dinguerie absolue, puisque outre les benchmarks qui sont, alors faut se méfier des benchmarks, en plus sur LM Arena, là apparemment c'est une version faite exprès pour le test qu'ils ont mis ici, donc bon, il faut se faire notre avis tout seul. En plus de tout ça, donc il y a tous les benchmarks et tout ça sur la page. Oh, bon, je trouve pas ce que je voulais vous montrer, mais en tout cas il est surpuissant et il est open source, c'est-à-dire que vous pourriez le récupérer, le faire tourner sur une machine et l'avoir chez vous et l'utiliser gratuitement, parce que c'est open source. Vous pouvez le récupérer, vous pouvez même le triturer. Pas tout à fait full open source, mais je vous expliquerai ça un peu plus loin dans cette émission, dans un tuto dédié. Alors, par contre, pour le faire tourner, même le modèle Scout que vous voyez ici, il faut une grosse machine. C'est pas votre PC à vous. Faut 3-4 GPU dessus. Faut 3-4 cartes graphiques 4090 bien costaudes pour faire tourner. Par contre, pour les entreprises, c'est totalement game changer. Aujourd'hui, une PME, tournez-vous vers Mistral. C'est le français quand même souverain, tout ça. Sauf que Mistral a très mal par rapport à la sortie de l'AMA 4 ici, puisque logiquement, dès que vous avez des besoins en IA, vous allez vous précipiter sur l'AMA 4, Scout ou Maverick pour faire tourner toutes vos informations de votre entreprise en interne sans que ça se barre ailleurs et gratuitement. Vous pourriez aussi l'utiliser en ligne, bien sûr, ces nouveaux modèles l'AMA 4, et là les coûts sont particulièrement minimes, ça va coûter 30 fois moins cher que GPT-4o par exemple, quand on l'interroge par une API, donc en passant par des services comme Azure, des services cloud ou Grok Cloud pour accéder à l'AMA, sans installation à faire soi-même, mais à distance. Et là, vous allez me dire, il n'y a pas un site web, comme ChatGPT, on y va, on le teste, voilà, avec une plateforme, un chatbot, comme Gemini, voilà, comme Claude, comme le chat de Mistral. Il n'y a pas ça sur Meta. Alors si, mais non. Puisque il y a bien Meta.ai, et c'est la raison pour laquelle on ne parle pas beaucoup de Meta ici en Europe et qu'on en parle très peu, qu'on devrait en parler beaucoup plus, parce que vraiment cette Meta 4, elle est fantastique comme mise à jour, elle n'est pas juste un peu plus puissante, elle a tout ce que je vous ai dit ici. Malheureusement, pour des raisons de réglementation, vous ne pouvez pas y accéder en Europe aux IA de chez Meta, parce qu'entraîné sur les données, machin truc. Ceci dit, si vous êtes européen, vous pouvez aller sur Hugging Face et sur d'autres petites choses dont je vous parlerai dans un tuto dédié, vidéo à sortir pour ceux qui nous suivent en vidéo, et pour ceux qui sont en live tout à l'heure, on verra comment y accéder quand même depuis l'Europe avec des outils tiers. Donc la réglementation, elle est poreuse. En tout cas, un gros game changer dans le monde de l'IA, avec ce Meta 4 que vous devriez tous regarder.
très très attentivement. Si vous voulez vous informer, vous former à tout ça, n'hésitez pas à retrouver renault-decode.fr, c'est le site de l'émission sur lequel on vous propose aussi un accompagnement, formation pour comprendre tout ce bazar. Si j'ai jargonné dans cette actu, c'est pas grave, vous vous rattraperez ici et vous maîtriserez tout. Actu suivante, on parle encore d'IA? Oui monsieur. Ah bon? Absolument qu'on parle encore d'IA avec ChatGPT. Alors celui-là il est accessible, celui-là on le connaît, celui-là c'est le leader. Est-ce qu'il ne sera pas bousculé par le fameux Llama 4 qui est open source et qui pourrait changer le game? Bon, on revient au chatbot grand public avec ce petit tweet de Sam Altman. C'est maintenant, c'est comme ça qu'on communique. Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui nous fait un petit tweet, ni vu ni connu, je t'embrouille, parce que c'est un petit peu de ça dont il est question. Les plans ont changé du côté de chez OpenAI. La concurrence est rude. Oh oui. Et puis ChatGPT veut conserver son hégémonie parce qu'ils ont été un petit peu écornés par Gemini 2.5 qui est passé dessus en termes de modèle, qui s'est doté de tout un tas de fonctionnalités qui sont aussi dans ChatGPT. Bref, chez ChatGPT, on fait gaffe à la concurrence. Il y a celle de Claude, d'Anthropic, il y a celle maintenant de Llama 4, mais en open source, sur un autre terrain pour d'autres publics, mais quand même. Et puis, il y a celle de Gemini 2.5. Du coup, chez OpenAI, ils ont changé leur fusil d'épaule. Oui, on nous avait promis, dis donc, tiens pas ses promesses, Sam Altman, on nous avait promis GPT-5, qui devait être la réunification de tous les GPT quelque chose, 4o, 4, 3.5, 4.5, les GPT-O, qui réfléchissent au 3 mini, au One, tout ça, machin. Ça devait tout être réuni dans GPT-5, qu'on attend impatiemment d'une semaine à l'autre. Non, c'est pas tout de suite. Ça va arriver GPT-5, nous dit Sam Altman, mais pas pour tout de suite. Au contraire, on nous annonce ici un nouveau modèle O3 qui va sortir très très prochainement. À mon avis, il va coûter très très cher. Il sera dans l'abonnement supérieur. Ça va être le modèle leader qui réfléchit le mieux du côté de chez OpenAI, mais il sera pas accessible à tout le monde. À mon avis, j'en sais rien, mais je vous donne mon avis. Alors comment qu'on fait si on veut un modèle qui réfléchit chez ChatGPT et qu'on n'a pas les moyens de se payer un abonnement super cher? Vous inquiétez pas, nous dit Sam Altman, on va lancer un nouveau modèle O qui va s'appeler O4. Alors, il y a très peu de temps, on était dans O1, capacité de réflexion des IA, on était bluffé. Ensuite est arrivé O3, on s'est dit, wouhou, O4 arrive en version mini. Voilà, celui-là. Ce sera probablement un modèle qui réfléchit encore mieux, super bien et on l'espère assez rapidement et qui sera disponible, je l'imagine également, dans les abonnements plus légers, voire peut-être disponible pour tout. Donc un O4 mini, on continue à avancer du côté de chez OpenAI dans les capacités de réflexion, d'intelligence, voilà, de la part, j'ai fait des guillemets en même temps pour pas me faire avoir, bref, des modèles de chez OpenAI. Le O4, personne ne sait ce qu'il a dans le ventre. On ne l'attendait pas, il va sortir plus tôt que prévu et il risque d'être bluffant. Et le deuxième truc qu'on attendait, c'est Jérôme GPT-5, Sam Altman, il nous dit dans son petit tweet, non, ça arrivera plus tard. GPT-5 dans quelques mois. Mais pourquoi on attend? Parce que, nous explique Sam Altman, d'une part, on a plein de dingueries. Le GPT-5 qu'on avait prévu de sortir au début de 2025, en fait, il va être beaucoup plus puissant. Il va avoir beaucoup plus de capacités, confère 4.5 pour comprendre tout ce qu'on veut, intuiter, avoir de l'émotion, passer le test de Turing, un truc vachement plus bluffant. Plus des fonctionnalités vocales, plus du multimodal, mais en veux-tu en voilà, aussi fort que GPT-4o, plus les capacités de réflexion qui seront apportées non pas par O3 mais par O4 qui sera encore plus balèze. Donc le GPT-5, nous dit Sam Altman, certes il arrivera un petit peu plus tard que prévu, mais il est complètement dingue. On attend, on va ronger notre frein d'ici là, mais on l'attend avec impatience. Dernière petite chose, Sam Altman nous avoue aussi qu'ils ont clairement des problèmes d'inférence, le fait de servir les réponses via ces modèles, puisqu'ils ont connu une énorme hype qui est toujours en cours avec GPT-4o, vous savez, avec les nouvelles fonctionnalités multimodales de génération d'images, oubliez DALL-E directement dans GPT-4o, qu'ont bluffé la planète entière. En plus, ça a fait des trends un petit peu partout. Oh, je peux faire des images type Ghibli, je peux faire des images type machin truc. Bref, les gens n'en finissent plus de découvrir ces fonctionnalités qui sont très appréciées par le grand public et qui font que OpenAI fait le plein d'abonnés continuellement et assoit ainsi sa position de leader. Sauf qu'ils n'ont pas assez de serveurs, de data center et tout ça. Donc c'est la course et Sam Altman nous dit en plus ça va nous laisser un petit peu plus de temps pour s'équiper de plein de gros data centers qui bouffent toute l'énergie de la planète. Ouh, petite précaution quand même.
Samy, t'en parles pas de ça? Bon, bref. Et donc, le temps qui s'équipe, voilà, et ben GPT-5, on va l'attendre encore un petit peu et on aura du O4. Du O4 mini et du O3 surpuissant à se mettre sous la dent entre-temps. C'est pour magnifique, c'est la course. Choisissez Llama 4, GPT-5 bientôt. Je pense qu'il faudra regarder les deux très attentivement. Vous faites comme vous voulez. Microsoft nous lance une petite dinguerie. Alors si vous êtes un vieux geek, attention, vous allez verser une larmichette à l'évocation du nom de ce jeu vidéo dont je vais parler immédiatement, qui est Quake 2. Quake, alors les plus jeunes d'entre vous peuvent pas connaître ce truc. Quake, sorti en 1997, voilà, avant 2000. Quake, c'est un jeu de tir, de shoot, on se balade dans des couloirs, machin, on défonce tout, ouais, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est ouf comme jeu, et ça a passionné les foules, en plus, jeu en réseau, tout ça, machin, c'était le début d'une grande aventure de gamers et de geekos. Quake 2 revient maintenant chez Microsoft. Vous allez me dire, aucun intérêt, laisse-nous les anciennes versions, vintage, tout ça, machin. Microsoft vient de ressortir Quake 2 intégré dans Copilot, l'IA de chez Microsoft. Enfin, l'IA... Bref, Microsoft, OpenAI, même maison, tout ça, machin, bref, sur Copilot, eh ben on va pouvoir jouer à Quake 2, oui, en ligne, directement, sans rien du tout, voilà, avec des touches du clavier à l'ancienne, et boum, on se fait une partie de Quake 2. Quel est l'intérêt de faire ce truc-là? On comprend pas. Eh ben, c'est que le jeu n'a pas été développé. Entendez-moi bien, Quake 2 n'a pas été redéveloppé. Bah, comment ils font pour le rendre disponible maintenant? Il est intégralement généré par l'IA. C'est ça le truc qui est absolument bluffant. Alors le truc est un petit peu lent, il y a les graphismes de l'époque et tout, c'est rigolo, bon bref, mais en fait le jeu n'existe pas. Tout a été généré par les IA de chez Microsoft avec l'entraînement. On a demandé à cette IA de s'entraîner, ça s'appelle Muse du côté Muse, M-U-S-E, prononcez-le comme vous voulez. Du côté de chez Microsoft, ils ont entraîné cette IA avec tout un tas de gameplay de Quake 2. On l'a fait jouer, enfin on lui a montré des écrans de Quake 2, on l'a fait jouer à Quake 2 en gros, et donc cette IA est capable de nous générer les images suivantes de Quake 2. Donc en gros, on joue au jeu, mais le jeu n'existe pas. C'est l'IA qui nous génère le truc d'après. Oh, un couloir qui tourne, très bien, on tourne dans le couloir, hop, on voit le couloir, oh, un monstre au bout, hop, il arrive plus grand, etc. C'est l'IA qui génère le jeu tout en allant. Bon, les gamers sont pas du tout d'accord avec ça. Ça fait un tollé, cette histoire, d'une part pour une raison rigolote, même si la prouesse est intéressante, de se dire tiens, on pourrait avoir un avenir avec des jeux vidéo où on apprend à l'IA à générer le jeu et l'IA génère le jeu en temps réel. Ça pourrait aller très très loin cette histoire et c'est peut-être l'avenir des jeux vidéo. Pour deux raisons, il y a une levée de bouclier là-dessus. La première, c'est que le jeu est pas terrible. Pourquoi? Parce que comme tout est généré avec l'IA, il n'y a pas d'environnement persistant. On n'a pas passé des mois et des mois à faire toute une map de Quake 2. Non, elle n'existe pas, la map de Quake 2, comprenez bien, c'est l'IA qui génère. Du coup, on tourne dans un couloir, on voit plein d'ennemis, on se dit, oh là là, je vais faire demi-tour. On fait demi-tour, c'est pas le chemin d'où on vient. Bah non, tout est généré en temps réel par l'IA. Donc le monde n'est pas persistant, ce qui est tout à fait perturbant, que des trucs en. Ça, c'est la première raison plutôt rigolote, parce qu'il y a certains jeux vidéo pour lesquels ce sera très adapté de faire comme ça. La deuxième raison moins rigolote, c'est que, où passe tous les développeurs de jeux vidéo, où passent tous les graphistes de jeux vidéo, où passent toutes ces équipes créatives qui nous inventent des expériences immersives absolument folles. Si on donne tout à l'IA, peut-être qu'il va nous falloir deux graphistes de génie maintenant, où on va montrer des images d'un jeu vidéo et de son univers, on mettra ça à l'IA, et c'est l'IA qui va tout développer, coder. On n'est pas sûr de vouloir ça. Bah écoutez, c'est ce qui se passe avec l'IA déjà. Depuis quelques années, plusieurs mois, des métiers disparaissent. Alors ils disparaissent pas. Non, l'IA va pas remplacer les fabricants de jeux vidéo. N'empêche que quand on est une boîte qui fabrique des jeux vidéo, soumis à beaucoup d'aléas, et ben peut-être qu'on se dit, en fait, je vais garder 20% de mon équipe qui va faire le taf pour alimenter une IA qui va remplacer les 80% de mon équipe. Ça fait quand même 80% des gens au chômemu qui vont devoir se réinventer. Et ça, on n'est pas d'accord. Eh oui, mais c'est le monde dans lequel nous sommes. Bref, merci Microsoft d'avoir sorti ce revival un peu foiré du jeu Quake 2 parce que ça nous fait réfléchir à l'avenir de notre joyeux monde avec les IA.
L'US Air Force, oh là attention, ça va moins rigoler dans les chaumières, je vous le dis, parce que ça parle aussi d'intelligence artificielle et de tech et d'armée et de militaire et d'avions de chasse et de combat et de guerre. Ouh, oui, puisqu'il s'agit de F-16, les fameux Viper, ceux qu'on voit dans certains films très célèbres, les fameux Viper, eh ben ils sont réadaptés en ce moment. Il y a une expérience qui s'appelle Venom. Ah, les amateurs de Marvel vont être servis sur ce coup-là, et les amateurs de Terminator aussi. Voilà, si vous avez de la culture cinématographique science-fictionnelle, vous allez kiffer cette info. Donc les Venom, c'est un programme qui vise à modifier des F-16, les fameux Viper. Les modifier pourquoi ? Ben pour qu'ils puissent être totalement pilotés par des intelligences artificielles. Il y a 6 F-16 qui ont été confiés à ce programme Venom au sein de l'US Air Force, et il y en a déjà 3 qui sont remaniés pour avoir une commande possible avec un pilote dedans et une commande totalement autonome avec l'intelligence artificielle. C'est déjà le cas, ça a déjà commencé cette histoire-là, et imaginez les répercussions. Je vous avais déjà parlé ici dans Renault Décode d'avancées monumentales sur les drones de combat. Donc des mini, ils sont pas si mini que ça, ils sont presque la taille d'un avion de chasse, un peu moins quand même, et ils sont sans pilote, ils sont allégés, etc., mais ils peuvent combattre, ils peuvent tirer, etc. Donc des drones qui vont être les compagnons des avions de chasse. Donc un pilote, un avion de chasse et 2 drones à côté, bah, ça fait 3 fois la puissance de feu pour aller mener des différentes opérations. Je vous avais parlé de ça, mais maintenant c'est l'avion du milieu, l'avion maître, qui va pouvoir être sans pilote également. Alors c'est pas encore complet, on a fait tout un tas de commandes hybrides, on a fait tout un tas de tests, on a fait des portances, des poussées, etc. Parce que sinon l'IA, elle croit qu'elle peut aller des allures folles et faire des virages instantané alors que ça fait péter l'avion. Et ben ils ont commencé la première phase avec ces modifications des Viper, et ils profitent de cette phase-là pour entraîner maintenant l'IA qui sera incluse dans ces F-16, programme Venom, pour pouvoir apprendre le pilotage de ces avions. Donc il y a des IA en ce moment qui sont entraînés à piloter l'avion en simulateur, puis très bientôt en situation réelle, pour faire du dogfight, du combat rapproché à 1, à 2, à 3, à 12, et pour faire du combat lointain, bref, pour faire toutes les missions possibles. Est-ce qu'on rentre pas dans un monde à la Terminator, peut-être avant le premier Terminator, où on commence à potentiellement avoir des avions de chasse qu'on laisse au pilotage de l'intelligence artificielle, avec des drones pilotés par l'intelligence artificielle, avec un commandant en bas qui va peut-être dire à un moment ou un autre, bah vas-y, remplis telle mission, merci, moi je vais boire un café. Et on va peut-être laisser l'IA faire. Attendez, je pars un petit peu en science-fiction, mais on voit tout de suite les gros dangers de la chose. On va potentiellement être capable d'avoir des forces de frappe hallucinantes qu'on va peut-être pouvoir confier à des pays, qu'on va pouvoir déployer tous en même temps, peu importe si on a des pilotes ou si on n'en a pas assez. Blim, tiens, voilà les F-16 en mode Venom, ils vont se débrouiller tout seuls, ils vont faire le taf. Est-ce que la future arme de dissuasion massive va pas être l'intelligence artificielle plutôt que le nucléaire, hein? Bah, autre version de Terminator potentiel. Pour peu que le truc nous échappe, on n'est pas loin de la catastrophe, et peut-être que si le truc nous échappe pas et que cette puissance-là appartient à certaines nations, on n'est pas forcément beaucoup mieux. Je vous laisse cogiter à ça. Programme Venom, c'est en cours. L'IA qui pilote des chasseurs avec des drones à côté. Le truc est absolument fou et un petit peu effrayant, je trouve. On termine cette actualité par 2 actus, une première tech et une deuxième scientifique. Je pense que ça va vous intéresser, ça devrait vous intéresser. La première, c'est tranquille, c'est tout simplement Jeff Bezos qui est fâché avec Sam Altman. Oui, bon, c'est des petites guerres. Bah, c'est vrai que Jeff Bezos, il adore aussi l'espace, comme Elon Musk. On sait aussi que Jeff Bezos, il a des fusées, comme Elon Musk. On sait aussi que Jeff Bezos, il veut dominer le web et être un des plus riches de l'internet, comme Elon Musk. Bon, bah dis donc, ils sont un peu frères ennemis ces deux-là. Et ben ça continue, et Elon Musk tremble un peu, en plus de tous les trucs dans lesquels il est en ce moment, on va pas parler de ça, puisque chez Amazon, on lance cette fois-ci très concrètement le projet Kuiper. Qu'est-ce que c'est Kuiper? Oh bah c'est un petit perroquet, pas du tout, c'est ce truc-là, c'est une antenne. Oh bah comme un Starlink, vous avez tout pigé, comme un Starlink. Ça y est, c'est en train d'être en déploiement avec le lancement très prochain d'une première galaxie, je sais pas comment on dit, d'un premier groupe de satellites, avec 25 premiers satellites qui seront opérationnels dans les semaines qui viennent.
Ça y est, ça commence avec un objectif de 3200 satellites en orbite basse, 450 km d'altitude. Alors, ils ont fait un effort supplémentaire dans le projet Kuiper chez Amazon. Les satellites, ils seront munis de miroirs particuliers avec des filtres pour pas que depuis la Terre, on voit passer ces petits trains qui embêtent tellement les observateurs de l'espace. Bref, non, pas les extraterrestres, nous qui observons l'espace. Bref, donc un concurrent direct de Starlink. Alors Starlink a quand même beaucoup d'avance sur les satellites. Il y a aussi d'autres acteurs internationaux. Il y a la Chine qui y va très très fort. Il y a même l'Europe, Eutelsat, qui, voilà, avec tout ce qui a pu se passer en Ukraine, ont besoin de fournir des services, donc améliore tout un tas de choses, avec là aussi des capacités de communication satellitaire distribuées un petit peu partout. Eutelsat, c'est pas un petit peu partout, mais ils ont, bref, c'est une autre offre. Mais en tout cas, Amazon se lance là-dedans parce qu'ils veulent concurrencer directement Elon Musk et la fameuse offre de satellites et d'antennes de notre ami Elon Musk. Donc une grosse concurrence en perspective, Starlink et Kuiper en face. Potentiellement, ça va baisser les prix. Potentiellement, ça va permettre à toutes les zones sur la planète de se dire « moi aussi, je veux ma connexion satellitaire. » Donc, qui de Amazon ou de Elon Musk sera le premier, de Starlink sera le premier là-dessus. Bref, une concurrence potentiellement saine. Mais en tout cas, Jeff Bezos veut pas se laisser faire et va lancer, bien sûr, des tas et des tas, sans s'arrêter, de satellites. Ça va peut-être poser des petits problèmes de réglementation, sachez-le, ben, il va falloir avoir des bonnes accointances avec les bons services de l'administration américaine pour avoir le droit d'envoyer autant de satellites aussi rapidement dans l'espace, puisqu'on nous promet que mi-2026, tous les satellites seront envoyés du côté de chez Amazon, donc c'est très rapide. Pour ça, il va falloir faire copain avec l'administration américaine. Peut-être que Elon Musk, il a un train d'avance. Attention, peut-être que ça va pas durer. Bref, on va observer cette lutte des géants, Amazon versus Starlink, donc Amazon Kuiper versus Starlink. Peut-être aussi que ça va être une très bonne solution pour éviter la fracture numérique qui est en train de s'accroître considérablement avec la partie IA notamment qui engendre tout le reste. Sachez que l'ONU vient de sortir un rapport très très alarmant sur cette fameuse fracture numérique, puisque l'IA donnant des super pouvoirs et étant totalement liée à une bonne connexion Internet, il y a des pays, des nations, des endroits au monde qui n'ont même pas accès à ces technologies que sont les intelligences artificielles, alors que d'autres pays peuvent en profiter et avancer beaucoup plus vite et creuser encore l'écart, ce qui peut être un vrai danger pour l'équilibre planétaire, je pèse mes mots. Voilà, peut-être que le fait d'avoir un nouveau concurrent à Starlink est une bonne nouvelle. Je sais pas, j'essaye de positiver le truc. En tout cas, Amazon, Jeff Bezos est là en face de Starlink et Elon Musk. Et puis la dernière news, les amis, elle nous vient de Nature, la célèbre publication scientifique a mené un sondage auprès des scientifiques américains. Et le truc est absolument fou et ça nous fait réfléchir. Une étude auprès de 1200 scientifiques américains qu'on a interrogés du côté de chez Nature. On leur a dit comment vous vous sentez en ce moment, vous qui êtes scientifiques américains. Les amis, il y en a plein qui ont répondu des trucs du genre « Écoutez, mon patron de recherche, mon patron de laboratoire, il m'a dit qu'il fallait que je me casse le plus vite possible des États-Unis. » Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec tout ce qu'a pu faire notre ami Coin Trump, je sais pas pourquoi j'ai dit notre ami, je sais pas pourquoi j'ai dit Coin, mais vous savez de qui je parle. Bref, avec tout ce qu'il a fait, des coupes budgétaires dans des grands labos de recherche, des programmes entiers qui sont abandonnés, de recherche sur des trucs genre la maladie d'Alzheimer, le cancer, etc. Plein de subventions qui ont été stoppées, il y a 400 subventions qui ont été stoppées sur plein de domaines de recherche aux États-Unis. Il y a des chercheurs qui se disent moi j'ai fait toute ma vie, ma carrière là-dessus et je veux trouver des choses contre le cancer, l'Alzheimer ou je sais pas trop quoi, et on me coupe mes budgets, je vais pas pouvoir bosser, donc je réfléchis grandement à me barrer. Les universités sont sur la même logique puisque Donald Trump a aussi supprimé plein de postes dans des universités, il y a du gel de recrutement dans les universités, il n'y a plus de postes ouverts, en plus s'ajoute à ça toutes les logiques d'immigration où en fait quand on est
un scientifique chinois, européen, japonais, je sais pas quoi, et qu'on veut aller bosser dans les plus grands labos mondiaux qui se trouvent aux États-Unis, on peut plus rentrer. Immigration, puis de toute façon, même si on pouvait rentrer, il n'y a plus de budget et il y a gel des embauches. Donc, la science est au point mort aux États-Unis. Les États-Unis ont été, depuis très longtemps, historiquement, fondamentalement, le pays d'accueil des meilleurs scientifiques du monde. La Chine veut lui ravir ce truc, cette position-là, en faisant des ponts d'or aux meilleurs scientifiques pour qu'ils aillent bosser en Chine. C'est une bataille d'avenir. De quelle nation sera capable d'emmener le monde le plus loin et le mieux possible avec les plus grosses intelligences humaines de cette planète? Et c'est ça qui est bien. C'est fini. C'est fini pour les États-Unis. Ce n'est plus ce pays-là. Et résultat, Nature nous le confirme, 75%, c'est gigantesque, des scientifiques américains qui ont répondu à cette enquête nous expliquent qu'ils veulent, ils ont des plans, là, tout de suite, maintenant, concrets et sérieux, pour se barrer des États-Unis. Il faut les comprendre. Il n'y a plus de sous pour leur poste, et il n'y a plus de poste, ils ne peuvent plus recruter, ils ne peuvent pas faire avancer, et c'est leur vie de faire de la recherche. Ils se tournent donc vers deux grands ensembles, le Canada déjà, parce que c'est des copains frontaliers, et puis l'Europe. L'Europe comme destination idéale pour beaucoup de ces 75% de scientifiques américains qui veulent quitter les États-Unis. C'est dramatique pour les États-Unis, c'est peut-être une chance pour l'Europe. Nous, on commence à faire des programmes, sachez-le, qui sont très intelligemment tournés à l'américaine, et c'est bien. Par exemple, il y a l'université d'Aix-Marseille, en France, qui a lancé l'initiative Safe Place for Science. Venez bosser chez nous. Déjà, Aix-Marseille, vous allez être bien. Voilà, pour découvrir la France et tout ça, vous allez être bien au soleil. Bon, vous ne serez pas payé BZF, mais il faut peut-être qu'on fasse des efforts là-dessus, mais vous allez pouvoir continuez vos recherches, on va vous donner des moyens, on va vous allouer. Peut-être que l'Europe est en train de devenir le nouvel Eldorado des chercheurs américains qui sont pas partis en Chine, même si on leur a fait des ponts d'or, et qui cherchent une nouvelle terre d'accueil de l'intelligence mondiale. Peut-être que l'Europe a une carte à jouer monumentale là-dessus, peut-être qu'il faudrait investir à bloc sur l'accueil de ces chercheurs, bien les payer, bien leur donner des budgets, faire attention aux programmes de recherche qui sont lancés, mais être le nouveau fer de lance de la science dans le monde, et comme ça découvrir des choses, déposer des brevets, améliorer la souveraineté de l'Europe et de la France et autres. Bref, il y a peut-être une super opportunité qui s'ouvre à nous. On peut aussi pleurer sur ce qu'est en train de devenir les États-Unis. Mais je voulais terminer ces actus sur ce truc-là, sur ces 75% qui font tellement mal à notre monde qu'il faut sauvegarder, pourquoi pas, depuis l'Europe. Voilà pour les actus du jour. Oh, il y avait du lourd avec Llama 4 que je vais développer dans cette émission, donc dans ce live. Donc vous aurez une petite vidéo qui va sortir dédiée à tout vous expliquer, tout vous apprendre sur Llama 4, vous montrer aussi comment le tester. On le testera ensemble. Venez nous rejoindre. Renaud Décode, c'est avant tout une émission en live tous les lundis midi. Mercredi midi, vendredi midi, à midi et demi, on fait les actus du jour à chaque fois. Disponible donc en live, venez nous rejoindre sur TikTok live, sur YouTube live, sur Twitch. On a toute cette communauté et on parle de tout ça. On va débattre de tous ces sujets-là, faire des tutos, faire des explications complémentaires. Venez nous rejoindre, soyez sûrs d'être abonnés en tout cas et d'activer les petites cloches si vous êtes sur YouTube et de soutenir Renaud Décode. Pour partager avant, pendant, après l'émission, vous avez aussi renaud-décode.fr et avec, on vous le propose également, un super programme d'accompagnement incluant une méga formation sur l'intelligence artificielle. Voilà. Si vous voulez faire un level up, que vous comprenez avec toutes ces actus que c'est le moment de le faire, soyez tous les bienvenus sur renaud-décode.fr. N'hésitez pas. Et on se retrouve pour notre part dans les prochaines actus sur Renaud Décode, à moins que on ait papoté entre-temps sur le site renaud-décode.fr. Allez, à très bientôt, dans tous les cas, sur Renaud Décode.